Je suis en inspe comme les autres collègues. Alors ça va peut-être faire le lien avec ce qu'Amaëlle a fait. Je vais plutôt aller du côté des enseignants et aux côtés des enseignants universitaires. Je travaille au niveau du groupe national, le GTEI, et Amaëlle est notre référent, justement avec les responsables de formation. Et l'idée, c'est on prend en compte les élèves dans le premier et le second degré, à les former à l'inclusion. Petit à petit, la vulnérabilité, elle arrive à l'université, et c'est aussi accompagner nos collègues de l'université vers cette prise en compte de la vulnérabilité. Et en inspe, on leur demande de le faire avec leurs élèves, ça serait quand même, ça paraît une évidence que finalement nous on le fasse aussi avec nos propres étudiants, puisque c'est ce qu'on leur demande de faire, d'avoir un côté un peu modélisant. Mais bon, ça c'est l'idée. Tu peux passer si tu veux. Donc cette présentation que je fais aujourd'hui, vous voyez que effectivement je suis toute seule face à vous, mais en réalité c'est une présentation collective. Non pas avec des enseignants-chercheurs, mais avec des personnels de l'Université de Limoges qui travaillent. Céline Givelet, qui est responsable du service handicap de notre université, et qui, du coup, veut vraiment essayer d'impacter cet accompagnement des étudiants sur le côté pédagogique, et a besoin d'être au relais avec des enseignants-chercheurs. Et puis, les trois suivants sont en fait nos vice-présidents et chargés de mission inclusion sur l'université, où ils découvrent un petit peu le sujet, mais il y a une dynamique qui naît, et on espère que ça va se poursuivre. Donc bien évidemment, mon point de départ, je vais aller très vite là-dessus, parce que ça a été déjà repris par certains d'entre vous depuis le début de ce colloque. On fait tous le constat que les étudiants en situation de handicap sont de plus en plus nombreux, hein. Les chiffres, c'est multiplié par 8,5 entre 2003 et 2023. Bien évidemment, à l'Université de Limoges, alors c'est une petite université globalement à l'échelle du territoire national. Peut-être qu'effectivement, par rapport à l'Université de La Réunion, ça peut paraître une grosse université. On a 18 000 étudiants. Donc voilà, c'est à peu près... et vous en avez 20 000 ? Eh ben, c'est pareil, du coup, voilà, parfait. Et du coup, on fait le même constat, effectivement, c'est que depuis 20 ans, hein, depuis le début de la loi de 2005, le nombre d'étudiants qui arrivent en situation de handicap va crescendo, et quand on voit les perspectives, les projections qu'on fait, hein, au niveau local comme au niveau national, en fait, ça va aller de plus en plus important. C'est 4% d'étudiants en situation de handicap qu'on a, et qui est à peu près la même représentation à l'échelle nationale. Le constat qu'on fait, c'est que malheureusement, ils ne sont pas tous en réussite. C'est seulement 44% d'entre eux qui valident leur première année. Sur les chiffres qu'on a à l'université, par exemple, on a comparé à Limoges les premières années, donc les licences BUT première année, les DUST, etc. Enfin, tous ceux, en fait, les réussites moyennes, c'est à peu près 57%, mais suivant les parcours, ça peut aller de 10% sur les licences première année tremplin, par exemple, à 80% pour les BUT première année. Donc du coup, on voit bien qu'on a une disparité, et que là-dedans, effectivement, la réussite, le taux de réussite des étudiants en situation de handicap, il est plus faible. Il y a une grosse probabilité qu'ils décrochent en cours de route parce que ils ne comprennent pas les codes, parce que c'est trop difficile, il y a trop de charges, etc. On voit également que le passage du premier cycle, licence, BUT, etc., vers le deuxième cycle, les masters, il y a une déperdition importante, beaucoup plus importante que ce qu'on a chez les autres élèves. Et ne parlons pas du doctorat, ça a été évoqué hier, hein, mais forcément, on a beau mettre en place des contrats doctoraux handicap, etc., en fait, ce n'est pas suffisant pour leur permettre d'accéder jusqu'au doctorat. Bien évidemment, au départ, on est parti des profils des étudiants en situation de handicap. Essayer de voir un petit peu qui est la diversité qu'on a en face de nous. Et je vous ai mis ça sous forme de podium. Alors, c'est pas à mettre en avant ou quoi que ce soit, mais c'est pour essayer d'être représentatif de, finalement, quel est le plus grand nombre de difficultés qu'on a en face de nous, quels sont réellement les besoins. Et sur la première marche du podium, en fait, c'est des étudiants qui ont des troubles du langage, des troubles de la parole. Alors, je vous les ai déclinés, hein, des difficultés liées à l'écriture, à la lecture, au langage oral. Et ça, c'est ceux qui sont
diagnostiqués, notifiés auprès de notre service d'accompagnement des étudiants en situation de handicap. Mais en réalité, quand on regarde un petit peu dans les faits, quand on fait des enquêtes au sein de notre université, on se rend compte que parmi ces étudiants en situation de handicap, donc ces 25%-là représentent les troubles de la parole et du langage, mais dans nos effectifs d'étudiants, en fait, c'est bien plus large que ça. Il y en a plein qui ont le bac, qui sont là et qui, en fait, quand on leur fait des prises de notes, ils n'arrivent pas à prendre les notes, pas assez rapidement. Madame, vous pouvez répéter, j'ai pas eu le temps de noter. Qui, quand on leur fait un examen et qu'on leur laisse un temps court pour rédiger un paragraphe ou quoi que ce soit, ils n'arrivent pas à aller au bout, ils nous rendent quelque chose qui est assez réduit. Et en fait, on se rend compte que c'est bien au-delà des étudiants qui sont diagnostiqués et notifiés. D'accord ? Deuxième marge du podium, c'est les maladies invalidantes. Je ne vais pas le développer plus que ça. Il y a plein de protocoles. Là, c'est plutôt avec le service de santé que c'est accompagné. Et c'est vrai que, voilà, en termes d'adaptation, des fois, si on nous dit au moment de l'examen, il faut qu'il ait son téléphone sur la table parce que c'est son capteur pour l'insuline. Donc, c'est vrai qu'en termes de modalités pédagogiques, ça n'a pas forcément plus d'incidence que ça. D'autres fois, effectivement, c'est cumulé avec d'autres troubles. Mais je vais aller du côté des troubles psychiques. Parce qu'effectivement, sur les marges du podium, aujourd'hui, on voit 11,5%. Les évaluations ou les pronostics qu'on est en train de faire au cours de l'année, là, on n'a pas encore stabilisé, mais on remonterait à 17%. Et en fait, on voit que cette variable-là, elle monte, elle a tendance à monter beaucoup plus. Ça ne veut pas dire qu'elle ne se cumule pas avec les autres. Hier, il a été question de la santé mentale et justement de la charge cognitive, du camouflage qu'on pouvait avoir dans certains cas. Et effectivement, ces étudiants anxieux, stressés, qui développent des phobies scolaires, des besoins d'être à distance parce que être dans un amphi, ça devient problématique et ils ne peuvent pas le gérer d'un point de vue psychique. Et effectivement, ça n'englobe pas que la composante pédagogique, c'est aussi la composante familiale. L'éloignement par rapport à la famille, c'est la composante relationnelle, parce qu'on sait que les interactions, Amael en a parlé juste avant, le besoin de proximité sociale, en réalité, ils ne l'ont pas nécessairement satisfait parce qu'ils ne vont pas au contact des autres, parce qu'ils ne peuvent pas s'entraider. Et ça, c'est compliqué, et c'est aussi de ce point de vue-là qu'il va falloir effectivement qu'on travaille. Juste à petit titre d'information sur les étudiants ordinaires, si je peux les appeler ça comme ça, les neurotypiques, en 2018, Dubé montrait qu'il y avait 40% des étudiants qui, en première année, se sentent dépassés parce qu'ils n'ont pas les codes, parce qu'on n'a pas l'accompagnement, etc. Et donc, du coup, j'insiste bien sur ce n'est pas que les étudiants en situation de handicap qui ont ces besoins-là, ça va être aussi, finalement, plus généralement, plein d'autres étudiants. Et en fait, voilà, tendre vers l'accessibilité, c'est ce qui va nous le permettre. Alors, dans un premier temps, pour répondre à ces besoins des étudiants, on a mis en place des choses de compensation individuelle, j'allais dire. C'est-à-dire, il y a une prise en compte par le service d'accompagnement des étudiants en situation de handicap, ils font des entretiens, on analyse leurs besoins, on leur donne des étudiants tuteurs, on va faire des aménagements d'examen, rarement des aménagements d'études, alors qu'ils ont le droit, mais en fait, voilà, les prolongements d'études, des étalements, etc., finalement, dans les faits, c'est rarement mis en place. Et puis, on a aussi essayé de mettre des choses un petit peu plus collectives, l'organisation des journées portes ouvertes inclusives, où on leur montre que voilà, l'université, elle est inclusive, elle peut nous accueillir, mais en réalité, on se rend compte que c'est quelques composantes à l'intérieur de l'université, où, par exemple, on organise des espaces de répit sensoriel sur 2 composantes. On a 13 composantes. Donc, vous voyez, quand je dis composantes, c'est l'INSPE, l'IUT, l'école d'ingénieurs associés, etc. Et en fait, voilà, dans certaines composantes, on va avoir des espaces de répit sensoriel, mais pas encore sur tous. Ça va se développer, c'est des questions financières, c'est des questions aussi d'arriver à faire adhérer les collègues, les directions, etc. Mais on va voir ça. Bien évidemment, on travaille aussi sur la transition, Bac-3, Bac+3, parce qu'on voit qu'il y a une question d'orientation. On en parlait hier avec Amael. Dans ce qu'on voit, nous, les étudiants en situation de handicap, en fait, ils ont tendance à aller dans les filières où ils sont en difficulté. Troubles moteurs, on va en STAPS. Troubles psychiques, on va en sciences humaines. Et en réalité, c'est ça, c'est finalement les accompagner aussi pour choisir une filière qui va dans le sens de leurs compétences et qui ne va pas nécessairement les mettre en difficulté.
Donc c'est aussi cet accompagnement-là. Donc on est en train de travailler là-dessus. On travaille avec les enseignants référents de l'académie de Limoges, justement pour essayer, dès la seconde, de commencer à préparer l'orientation, les choix d'orientation, de leur faire connaître l'université, de comment ça fonctionne, possiblement de développer davantage les immersions et pas juste l'année terminale parce qu'on nous a donné une fiche où on pouvait aller choisir l'immersion dans tel ou tel parcours qu'on avait déjà ciblé, mais bien en amont pour voir aussi est-ce que là, une modalité de cours en CM parce que je vais aller en fac de lettres, c'est quelque chose qui est adapté? Ou est-ce que finalement, il n'y a pas des filières où ils vont fonctionner plutôt en petits groupes de 25 dans des salles où la promo, elle ne va pas changer, où finalement l'emploi du temps va être davantage ritualisé, etc. Donc c'est aussi ce travail-là qui est important. On a également un audit sur l'accessibilité signalétique. On en parle régulièrement, effectivement, de trouver la salle dans laquelle on va. Amandine disait la dernière fois par rapport au Crous, au restaurant universitaire, où on mange, où on va, etc. Parce qu'effectivement, mais là j'insiste bien sur le fait que c'est vraiment pour tous nos étudiants. Mon fils est en première année à l'université, il n'a aucun trouble. Et la première chose qui se pose, c'est je ne sais pas où je vais manger. Voilà, c'est pas sur le campus où il est, il faut qu'il aille un petit peu à distance. C'est pareil, la première fois qu'il faut trouver l'amphidé, alors qu'il y a plein de bâtiments et que c'est écrit que d'un côté, mais si on arrive de l'autre côté, on n'a pas l'affichage. C'est tout un travail sur l'accessibilité signalétique qu'il faut faire. Donc là, chez nous, c'est en cours. Et puis, si on ne veut pas rester sur la question de la compensation individuelle, il faut qu'on aille justement aussi sur les besoins des professionnels. Parce qu'à un moment donné, pour changer les pratiques, il ne suffit pas de dire il faut rendre ton cours plus accessible, il faut que effectivement, tu sois plus engageant avec les étudiants, etc. En fait, il faut arriver à comprendre qu'est-ce qui fait que les enseignants ne changent pas leur pratique professionnelle. Et donc, du coup, on a essayé de voir un petit peu ça. Ce qu'il faut avoir bien en tête pour tout le monde qui est là aujourd'hui, c'est que finalement, les enseignants du supérieur, ils ont des profils extrêmement variés. On peut avoir des enseignants du second degré ou du premier degré pour l'INSPE, par exemple, on en a beaucoup, qui sont assignés, j'allais dire, dans l'enseignement supérieur, détachés dans l'enseignement supérieur. Et donc, du coup, qui ont déjà une pratique pédagogique, qui ont été formés à ça, etc. Mais effectivement, le contexte va être différent. Mais on a aussi des enseignants-chercheurs. Delphine, tu le disais hier, en disant, voilà, moi j'ai été recrutée il y a 15 ans. Il y a 15 ans, on n'avait pas la formation pour devenir enseignant-chercheur. Tu avais un doctorat dans telle ou telle discipline. C'est bien, je te donne un tour. Moi, j'ai commencé comme ça en me disant, voilà, tu fais un cours sur l'acquisition du langage, tu as 30 heures. D'accord. Comment je fais ça? Quelles sont les modalités? On ne m'a pas forcément enseigné à devenir enseignant-chercheur. C'est un petit peu une découverte sur le tard et effectivement, des fois, ça marche bien pour certaines personnes, des fois un peu moins bien. Et on est expert de notre domaine, mais après, est-ce qu'on sait le transmettre comme il faut à tout type de public? Et en fait, ça va être la réalité. Et puis, on a aussi beaucoup de vacataires. On sait que nos universités fonctionnent avec beaucoup de vacataires qui sont là, qui viennent faire 3 heures, 6 heures sur une spécialité, une expertise. Et effectivement, voilà. Peut-être certains sont des professionnels, d'autres sont des étudiants, d'autres vont être... donc, on va avoir ces aspects-là. Et puis, finalement, on a aussi différents objectifs qu'on vise. Il y a simplement des savoirs. C'est-à-dire, voilà, moi, je vais transmettre les théories de l'apprentissage, le développement de l'enfant, etc. Mais en fait, si ce savoir, je ne la raccroche pas à des savoir-faire ou à des savoir-être, en fait, je suis dans la formation des enseignants. Pourquoi je vous fais le développement de l'enfant? Parce que dans les classes que vous allez avoir, le petit enfant de 3 ans, ce n'est pas juste un élève. Il a des choses qui se passent à la maison, il a des stimulations qui vont impacter son développement. Et il faut le prendre en compte en tant qu'enseignant pour avancer. Et effectivement, on n'a pas forcément tous, j'allais dire, le même lien et de se dire, je transmets mes savoirs, mais si je ne fais pas le lien avec les savoir-faire et les savoir-être que je cherche à développer chez eux, ce lien vers l'insertion sociale, vers l'insertion professionnelle, finalement, on va aussi le perdre. Et on se rend compte qu'à l'université, certains, on est très fort pour faire du transmissif et juste dérouler nos savoirs. Et puis après, les étudiants, ils transféreront bien dans leur pratique quand le moment sera venu. Et c'est vrai que ce n'est pas forcément évident. Donc il faut aussi qu'on pense au-delà du diplôme et il faut qu'on pense à l'insertion sociale ou à l'insertion professionnelle. L'université n'est pas faite que pour délivrer des licences, des masters, etc. Elle est là pour préparer nos futurs enseignants à s'insérer dans le monde social et le monde...
Et moi, je le vois avec mes collègues où, en réalité, pour beaucoup, c'est non, mais c'est valider des UE et avoir des diplômes. Et c'est pas aller au-delà de ça, parce que il peut y avoir une méconnaissance du monde professionnel, il peut y avoir une méconnaissance finalement du transfert à faire, etc. Et donc, on est en train de travailler aussi là-dessus. D'accord ? Alors, juste pour finir un petit peu sur cette présentation générale, c'est que, voilà, même si on a des statuts très différents, des objectifs qui vont être différents, en réalité, on a tous les mêmes obligations, puisque on s'inscrit dans le cadre de l'enseignement supérieur, hein, rendre possible l'accès aux études, rendre accessible son savoir et ses supports, améliorer la réussite de tous les élèves. La loi d'orientation et réussite de 2018, elle était là-dessus. Hein. Et puis, effectivement, on doit se former ou former pour satisfaire la mise en œuvre de l'inclusion à tous les niveaux. Et ça va être l'objet de former ou se former, parce que là, il y a un gros hic. Vas-y. Donc du coup, pourquoi en fait c'est aussi difficile de rendre l'environnement capacitant et du point de vue pédagogique? Eh bien, ah, d'accord. Donc en fait, on a fait une enquête avec le service d'accompagnement handicap, justement, donc adressée à tous les personnels enseignants statutaires de l'université. Donc c'est à peu près 800 enseignants sur l'université de Limoges. Une enquête diffusée comme ça en interne, etc. Et puis, on a posé 10 questions qui exploraient différents domaines. La connaissance des différents services supports. Est-ce que vous connaissez les supports que l'on a, services d'accompagnement du handicap, services santé étudiante, etc., qui peuvent justement... tout ce qui va être leur propre expérience auprès des étudiants en situation de handicap. Est-ce que vous en avez? Est-ce que vous le savez? Comment vous y adaptez, etc. Donc les adaptations pédagogiques qu'ils ont mis en place, et puis quels sont leurs besoins. Si vous ne prenez pas en compte ces étudiants-là, en fait, pourquoi? Qu'est-ce qui vous manquerait? Qu'est-ce qu'il vous faudrait? Et du coup, on a obtenu 153 réponses. Alors ça correspond à peu près aux 20% que tu avais tout à l'heure. Donc effectivement, c'est pas suffisant. On est un peu frustré d'avoir que 20% des réponses, mais en même temps, on se dit c'est déjà pas mal. Ces résultats, eh bien, en fait, c'est globalement, ils savent qu'il y a des services qui accompagnent les étudiants. Majoritairement, ils ont connaissance de ces services-là. D'accord ? Majoritairement aussi, ils ont connaissance qu'en face d'eux, ils ont des publics en situation de handicap ou vulnérables. D'accord ? Donc ça, c'est effectivement, et quand on leur demande est-ce que vous mettez en place des aménagements ? On voit qu'il y en a 15%, enfin 15,9% qui disent oui à chaque fois, et puis 53% qui disent parfois. D'accord ? Donc on a voulu aller voir quel type d'aménagement ils mettaient en place. Et là, en fait, quand on regarde, c'est la mise en ligne majoritairement. On a mise en ligne des contenus de cours. Et on va voir, et en fait, des fois, on ouvre des PDF de 150 pages qui reprennent l'intégralité du cours. Ça peut être, ou alors effectivement c'est juste une mise à disposition des diaporamas de cours sur le Moodle. Donc effectivement oui, on peut considérer ça comme un aménagement, mais on voit bien que c'est pas suffisant et la temporalité pour mettre ces documents-là est pas toujours immédiate, elle est pas toujours en amont, etc. Donc c'est aussi une problématique. Et puis il y a eu la catégorie autre qui nous a intéressés, donc on est allé voir, on leur avait demandé non, excuse-moi, en arrière. On leur a demandé, effectivement, c'est quel type d'aménagement? On voit du tiers-temps. Donc, en fait, ce n'est pas réellement une modification des pratiques pédagogiques. On nous demande de le faire, donc on l'applique et effectivement, on fait un aménagement. Donc ça, c'est ce qui ressort. De temps en temps, c'est oui, j'échange avec l'étudiant par mail ou de visu, je lui donne 2-3 éléments supplémentaires et puis voilà, ils considèrent ça comme un aménagement pour les étudiants. Bien évidemment, dans les filières un peu scientifiques où il y a de la manipulation, on accompagne la manipulation, on va guider un petit peu plus. Souvent, on se rend compte que c'est très directif, très guidant, et ça ne permet pas le développement de l'autonomie derrière. Après, j'utilise des polices de caractère différenciées, je mets des formats plus grands, etc. Enfin bon, c'est un petit peu des choses différentes. Ce qui marque, c'est que quand on interroge les collègues sur l'efficacité de ces aménagements, en fait, ils sont incapables de dire est-ce que ça sert l'élève ? Est-ce que ça lui permet de mieux réussir ? Est-ce que ça lui permet... En fait, ils en sont incapables. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, on ne teste pas du tout l'impact de nos aménagements. Et puis, à la limite, voilà, je le fais et puis ils le prennent pas. Donc ça, c'est quelque chose un peu problématique. Maintenant, quand on leur demande quels sont les besoins que vous avez, eh bien, voilà, pareil, formation, webinaire, etc. Donc, on voit que ce qui ressort majoritairement, c'est effectivement, ils ont besoin de support d'information
ce que sont les TND, ce qu'est le service d'accompagnement et de pouvoir l'avoir à disposition quand on a un étudiant qui vient vers nous. Et puis également les besoins de formation. Et donc du coup, si tu peux. Sur les besoins de formation ou d'information, ce qui revient, c'est effectivement les troubles 10, l'ensemble des troubles finalement, d'avoir un peu plus de connaissances. C'est la gestion des examens, parce qu'en fait, je veux bien faire un examen sur table différent, mais comment, qu'est-ce que j'ai le droit de faire, etc., parce que c'est assez méconnu. Il y a la question de la pédagogie adaptée, des techniques d'enseignement, des outils qu'on peut utiliser, et donc voilà. Et puis, bien évidemment, c'est aussi plus de communication avec les services d'accompagnement du handicap, parce que on est sur des composantes différentes, géographiquement très éloigné, et donc du coup en fait si je l'ai pas dans le bureau à côté de moi, forcément c'est une démarche et je vais pas forcément le faire. Et donc du coup dans les réponses qu'on a essayé de proposer par rapport à ça, tu peux dérouler. Puis on a organisé dans un premier temps une campagne de sensibilisation, alors qui a été financée dans le cadre d'un projet FSE+, qui s'appelait CAP TND, et du coup un cycle de conférences pour essayer justement de sensibiliser de l'inclusion à l'inclusivité, avec une conférence que Éric Dugas nous avait fait, vers le partenariat à l'université, jusqu'à effectivement des apports sur ce que sont les TND, et puis particulièrement le TSA, parce qu'il y a une demande, même si ça ne représente que 2% de nos étudiants, en réalité, les profs, j'allais dire, ont peur de ce public-là, comme si on ne saura pas le gérer. Et donc, on a fait ce cycle de conférences, et je reviendrai un petit peu après sur la question du bilan. On a organisé aussi des temps de formation, puisqu'ils demandaient de la formation. Donc du coup, on a eu plusieurs choses qui ont été faites. On a installé dans la formation des néo-MCF, des nouveaux entrants à l'université, un cours sur rendre son cours accessible. Donc avec rappel un petit peu du cadre légal dans lequel on se situe, mais surtout des pistes pour essayer justement de faire évoluer ces pratiques. On est sur les nouveaux enseignants, on se dit c'est bon, on va arriver à les toucher. Et puis à l'INSPE, j'ai organisé aussi des déj inclusifs en disant accessibilité, compensation, enseignement explicite, accompagnement de stage pour les publics vulnérables, puisque dans nos formations le stage a une part importante, etc. Où on faisait 1 heure de formation, un midi par mois, etc. Des journées d'innovation pédagogique qu'on organise une fois dans l'année, donc centrées sur l'inclusion, la réussite de tous les élèves, pour justement être sur cette question de l'accessibilité. Des demi-journées pédagogiques organisées au niveau de l'UT sur l'inclusion et l'accessibilité pédagogique. Et puis aussi des temps de formation au moment de la rentrée, des AG de rentrée, sur l'accompagnement des étudiants en situation de handicap, nos obligations légales, parce que c'est pas mal de le rappeler de temps en temps, qu'on a l'obligation d'adapter, etc. Et puis un livret sur les TND qui est en cours de réalisation avec l'école d'orthophonie, et puis où on essaye justement de diffuser un petit peu ce qu'ils sont, même si dans les faits, c'est... Vas-y, hop. Et en fait, toute cette dynamique, elle est un peu, il y a un bilan un petit peu mitigé. Parce qu'effectivement, on voit qu'on met en place des choses qui répondent aux demandes des enseignants pour faire évoluer les choses. Sauf que quand on a fait les cycles de conférences, chaque fois on a réservé les amphis. Mais les amphis ne sont pas très très pleins. Globalement, on avait entre 30 et 100 personnes sur les conférences. Mais quand on regardait le public, il y en avait très peu qui étaient de l'université. On avait beaucoup de gens qui venaient de l'académie, qui diffusent, c'est un de nos partenaires, donc du coup ils sont là. Mais en réalité, dans les enseignants de l'université, on avait 3 à 4 personnes, et en fait c'était des gens qui étaient déjà sensibilisés, et des gens qui étaient touchés personnellement aussi, ou quoi que ce soit. Et donc du coup, c'était pas forcément le public qu'on visait au départ. De la même manière, sur les temps de formation, par exemple pour les cours des néo-MCF, on avait 6 heures de formation. 3 heures obligatoires, 3 heures facultatives, puisqu'il y a 32 heures, on ne peut pas tout mettre obligatoire. Et bien forcément, sur le cours obligatoire, on avait tout le monde qui était présent, donc ça représente 18 néo-MCF sur notre université. Mais bon, quand on passait derrière, hier, il y avait des captures qui étaient faites sur qu'est-ce qu'ils font pendant ce temps-là. Ils n'étaient pas tous forcément très attentifs à ce qu'on en racontait. Mais sur le temps, le 2, où il y avait, c'était facultatif, on s'est retrouvé avec 2 enseignants. Et donc du coup, on voit bien que
On propose des temps de formation, mais ça ne marche pas nécessairement. Pareil sur les déj inclusifs. On est 70 personnes sur l'inspé. J'avais 2-3 personnes à chaque déjeuner. Donc voilà, beaucoup d'énergie pour pas forcément beaucoup d'impact au final. D'accord ? Donc du coup, je conclus. Tu peux passer, je conclus. Donc du coup, effectivement, c'est de se dire que aujourd'hui, on voit bien qu'on ne peut pas simplement se satisfaire de la dynamique qu'on a engagée, nous, individuellement, localement, etc., parce qu'il y a quand même pas mal de freins. Alors, quand on interroge les collègues, c'est du manque de temps, c'est pas reconnu, c'est du coup... oui, mais toi, t'es prof de psycho, c'est normal, c'est ton domaine, mais moi, je suis prof de sciences, j'y connais rien, ça va me demander plus d'énergie, etc. Donc, du coup, ça, c'est vraiment un gros problème, cette formalisation du temps de formation, de reconnaissance du temps de formation des personnels par rapport à ça. Maintenant, on a quand même des perspectives, effectivement, on va rester sur une touche positive. C'est finalement, on a vu qu'à l'IUT, c'est là où c'était banalisé, la demi-journée était bloquée, il n'y avait pas de cours pendant ce temps-là, etc. Et si bien qu'on a eu un peu plus de personnes, de questionnements, et en fait, c'est aussi peut-être de banaliser ces temps-là dans l'emploi du temps. C'est bien évidemment de finir reste sur les néo-MCF et d'amplifier ça, mais pas simplement à l'échelle locale. C'est les discussions qu'on avait hier, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut qu'on insiste auprès de notre État, de l'institution, que s'il n'y a pas l'obligation dans la formation de tous les néo-MCF de toute la France d'avoir cette formation à l'inclusion, et en fait, ça ne marchera pas parce que localement, chacun va faire ce qu'il veut un petit peu dans les contenus. Et je pense que la plus grande des perspectives qu'on peut avoir, alors au niveau local, on est en train d'y travailler, mais c'est que nos référents handicap dans nos universités, dans nos composantes, soient des pédagogues, soient des enseignants-chercheurs, pour faire modifier les pratiques, j'allais dire, dans la proximité sociale. Parce qu'effectivement, chez nous, c'est des responsables de scolarité, c'est des BIATS qui ne connaissent pas forcément grand-chose à la pédagogie. Et donc, du coup, donc voilà, ça, c'est une piste. Et je vais m'arrêter là. Avec cette image que j'aime bien, parce que je pense que pour faire avancer l'inclusion, en fait, c'est la pédagogie du petit pas. Il faut accepter les petits pas. On va y arriver. Ça prendra du temps, mais on va y arriver. Merci de votre attention. Alors, on va prendre 2-3 questions maximum, parce qu'on a 5 minutes devant nous. Est-ce que quelqu'un souhaite rebondir ou... On a eu l'occasion de voir un sportif de haut niveau handicapé ici, qui est intervenu à l'INSPE, et nous expliquait que jusqu'au moment où il était en lycée, il y avait les AESH, et ça fonctionnait très bien, et arrivé à l'université, il n'y avait plus personne pour l'encadrer, et là il s'est retrouvé vraiment dans le vide, et il s'est trouvé démuni. Dans quelle mesure il peut y avoir des choses qui peuvent être mises en place qui pourraient correspondre à ce que les handicapés avaient dans le secondaire et qu'ils ne retrouvent plus à l'université? Alors, cette question de l'accompagnement individuel, parce que, j'allais dire, si on regarde, effectivement, il y a des AESH dans le secondaire qui appuient à l'université, mais à l'université, on a des étudiants tuteurs qui vont faire de la prise de notes, qui vont possiblement faire de l'accompagnement physique, etc., et qui peuvent jouer d'une certaine manière. Chez nous, à Limoges, par exemple, mais je pense que c'est le cas dans toutes les universités, en fait, on salarie des étudiants pour accompagner et pour justement jouer ce rôle d'accompagnant individuel. D'accord ? Pour moi, c'est quand même un biais parce qu'en fait, ça reste une compensation individuelle et quand on voit les chiffres de l'augmentation des étudiants en situation de handicap, on ne va pas pouvoir indéfiniment rajouter une aide individuelle à tous ces étudiants-là. Deuxième chose, c'est de dire que si on externalise en disant « il y a un accompagnant », en fait, nous, dans nos pratiques, on ne va pas évoluer, on ne va pas changer quoi que ce soit. Donc du coup, en fait, je pense qu'il faut aussi te dire que c'est le système, c'est l'environnement qui doit changer et pas simplement se dire je prends sur les cas des prises de notes, nous on l'a fait par exemple dans le master que je dirige, c'est-à-dire que pour des étudiants salariés, on a ouvert un dossier sur le Moodle où en fait les étudiants partageaient leurs prises de notes. Et ça peut très bien être une réponse qui va satisfaire un étudiant en situation de handicap plutôt que d'avoir un étudiant qui va être payé pour prendre les notes, alors qu'en réalité, l'entraide entre les étudiants, elle est aussi là et on a besoin
de cette coopération. Amael parlait précédemment de coopération, de sentiment d'appartenance, parce qu'effectivement, moi je suis malade, peut-être qu'un jour je viens pas et je peux retrouver les notes. Moi c'est au quotidien parce que ça va trop vite et que j'ai pas le temps de les prendre, etc. Et donc du coup, en fait, voilà. Donc on n'aura pas forcément, et je pense que c'est pas forcément une chose, parce que si on met de l'AESH à l'université, quand ils rentrent dans le monde professionnel, on leur met aussi un AESH parce que, voilà, c'est de se dire qu'il faut aussi penser les transitions et l'accompagnement, pourquoi on les forme et vers quoi on veut les amener. Donc il faut aussi leur apprendre l'autonomie, et l'autonomie, bien évidemment, c'est nous en fonction de ce qu'on va leur donner, de ce qu'on va étayer, mais il ne faut pas non plus trop étayer parce qu'à un moment donné, l'étayage, il va s'arrêter, quelle que soit la vie dans laquelle ils vont être.